Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le cas de la Turquie moderne depuis 1920 et donc depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Alors comprendre ce thème, c'est d'emblée comprendre qu'est devenue la Turquie après sa défaite durant ou après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que je vous rappelle que l'Empire ottoman s'était allié avec l'Empire germanique et l'Empire austro-hongrois et du coup subit la défaite à l'issue du 11 novembre 1918. Et à l'issue du traité de Sèvres, dans le cadre de tous les accords de paix et les traités de paix mis en place pour assurer la redistribution et la fin des trois empires qui constituaient la Triple Alliance, la Turquie, l'Empire ottoman, puisqu'elle ne s'appellera Turquie qu'à partir de 1923, est victime d'un véritable démembrement qu'on va appeler le traité de Sèvres, où finalement l'Empire ottoman est ramené, et vous pouvez le voir ici au niveau de cette carte-là, à finalement ce qui est aujourd'hui l'Anatolie historique, c'est-à-dire la zone à proximité d'Ankara, à proximité de Constantinople. Vous voyez bien que sur cette carte, on assiste véritablement à un démembrement, à l'image de ce qu'a vécu l'Allemagne au niveau du traité de Versailles. L'Empire ottoman va perdre une partie de son territoire à l'est, c'est-à-dire l'Arménie avec la création d'un État du Kurdistan, une partie également de la Thrace occidentale et également une grande partie de ces territoires arabes, ici la Syrie, ici l'Irak et également certains territoires au niveau du sud du pays qui vont revenir à l'Italie. Il va y avoir à l'issue de ce véritable démembrement une réaction d'orgueil d'un homme qui va faire beaucoup parler de lui, c'est-à-dire Mustafa Kemal, qu'on va appeler Atatürk, c'est-à-dire le père de la Turquie moderne, qui avec une partie de l'état-major militaire indigné de ce démembrement va mener une contre-offensive qui va du coup aboutir à une reprise de la plupart des territoires perdus, enfin une partie des territoires perdus en 1920, et qui aboutira en 1923 à un nouveau traité qu'on va appeler le traité de Lausanne, où cette fois-ci la Turquie va reprendre à la Grèce la Thrace, la région de Smyrne, l'Arménie et le Kurdistan. Donc c'est-à-dire que l'Empire ottoman est démembré, mais finalement la Turquie historique est relativement maintenue dans ses surfaces qui ont été celles de ses origines au XIIIe siècle. À partir de 1923, la Turquie, malgré ce coup de force et de reconquête, va s'inscrire dans une filiation moderne, laïque, nationaliste. Premièrement, elle se refuse à revenir à ces frontières qui étaient celles de l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'elle accepte finalement les principes du traité de Lausanne, donc elle accepte en fait la fin de son âge d'or qu'a été l'Empire ottoman, donc elle se refuse à de l'ingérence dans des pays étrangers, elle accepte également le principe de laïcité et elle accepte le principe de l'État-nation. Donc on va passer de l'islamité de l'Empire ottoman à la turquicité de la Turquie moderne. Durant près de 20 ans, la Turquie va allier et va respecter ce principe de non-ingérence et donc de neutralité, mais en 1945, vous savez bien que l'URSS est le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale avec les États-Unis, et les Soviétiques vont finalement progressivement rentrer dans une phase de soviétisation et d'expansionnisme, qui aboutira d'ailleurs à la création d'une Cominform en 1947. Je vous rappelle que l'URSS va occuper une grande partie de l'Europe de l'Est à l'issue de la libération par l'armée rouge de cette zone de l'Europe, va occuper également la Finlande, va annexer les pays baltes, va se livrer à une insurrection pour prendre le pouvoir en Grèce puis en Yougoslavie et également en Iran. Donc il y a la crainte au niveau de la Turquie que l'URSS revienne sur les accords de 1936 qui assuraient d'ailleurs le partage du détroit de Gibraltar et de la mer Noire et surtout menace en fait d'annexer deux territoires, les régions de Kars et de Adana, qui finalement sont des territoires situés à l'est de la Turquie et qui finalement sont sous orbite et sous objectif de l'URSS. Donc progressivement la Turquie va rallier le camp américain. Plusieurs dates très importantes. 1947, la Turquie accepte le plan Marshall. 1948 accepte la création de l'État israélien. 1949, c'est la création de l'OTAN et c'est l'intégration en 1952 de la Turquie. Et c'est également la non-condamnation de la guerre d'Algérie menée par la France sur son territoire algérien. Et c'est la Turquie qui, au niveau de la conférence de Bandung en 1955, va être le représentant occidental. Donc finalement, la Turquie s'intègre dans le plan d'endiguement mené par les États-Unis. On voit bien ici que la Turquie, on voit ici l'ensemble des pays de l'OTAN avec des phases successives d'intégration qui vont de 1949 jusqu'à aujourd'hui. La Turquie et la Grèce qui intègrent l'OTAN en 1952 s'inscrivent précisément dans cette stratégie menée par les États-Unis, ce qu'on appelle la doctrine de l'endiguement et du containment, et qui va avoir pour paroxysme en 1959 quand les États-Unis vont installer en Turquie ce qu'on appelle les missiles Jupiter, pour mettre à distance de tir l'URSS des missiles à courte et à moyenne portée. Et finalement, donc,
la Turquie, à la veille de la crise de Cuba en 1962, est vraiment un véritable porte-avions américain au cœur de la mer Méditerranée. La première véritable rupture avec l'alliance américaine arrive durant la crise de Cuba en 1962, où finalement l'accord entre Kennedy et Nikita Khrouchtchev aboutit justement au démantèlement de ces missiles à courte et à moyenne portée mis en place en Turquie. Donc c'est une vexation pour la Turquie. Et une deuxième vexation supplémentaire va faire changer la politique étrangère turque, puisqu'en 1964, la Turquie projette d'envahir Chypre, mais ce projet d'invasion est refusé par les États-Unis, qui en fait s'engagent à ne pas défendre la Turquie en cas justement de cette annexion. C'est cet événement qui va aboutir au retournement des alliances à partir de 1964.